hier. Des frappes massives à Soumy, où vous en parlez dans l'émission, un attentat kamikaze dans un tribunal de Kiev, on vous en parlait également. Et puis la nuit dernière, c'est Lviv qui a été attaqué. Lviv, c'est cette ville qui est complètement à l'ouest de l'Ukraine, pas loin de la Pologne d'ailleurs, qui n'est pas du tout sur la ligne de front. Donc écoutez ces quelques témoignages. Tout est détruit. Heureusement, j'ai retrouvé mon chien. Là, tu vois, ses vêtements sont restés. Dieu merci. Je dois encore aller à l'hôpital. Vous étiez seul dans l'appartement ? Oui, après la première explosion, les fleurs dans les vases sont tombées et il ne restait plus rien. Tout est endommagé, plus de fenêtres, plus de portes, plus rien dans la maison. J'ai un peu mal aux jambes, à la tête. Vous étiez seul dans l'appartement ? Non, mon mari qui a subi un AVC, ma fille et moi. Ma fille n'a pas été blessée, mon dos a été touché par l'explosion, les fenêtres ont explosé. Vous avez mal au visage ? Oui, le visage, les bras, les jambes et la poitrine. Où étiez-vous à ce moment-là ? J'étais dans l'appartement, nous dormions. J'ai entendu des explosions et c'est tout. Combien de personnes se trouvaient dans l'appartement ? Nous étions 5. Et votre famille ? Les enfants vont bien, je suis la seule à avoir été blessée. C'est donc un immeuble résidentiel qui a été touché. On entendra l'armée russe tout à l'heure qui nous dit, comme à chaque fois, que les frappes ont atteint leur cible, qui n'était évidemment pas résidentielle. Magali, une zone totalement hors de la zone de combat, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est fait comme pour Soumy hier, par exemple, pour faire peur. Il y a 5 morts dans cette frappe. C'est le dernier bilan qui vient de tomber, avec en effet, d'après ce que disent les autorités ukrainiennes, au moins une 50aine d'appartements touchés dans ce quartier résidentiel. Et c'est vrai qu'on se situe vraiment à l'extrême ouest, quasiment à la frontière polonaise. Et les autorités locales disent que c'est vraiment les frappes les plus destructrices depuis le début de la guerre dans cette zone, qui jusqu'à présent était quand même moins touchée évidemment que les autres. Et c'est vrai que c'est un signal qui est envoyé évidemment aux Ukrainiens, une volonté de terroriser. On a l'impression d'être revenu finalement aux frappes que l'on voyait il y a de ça quelques mois, où il y avait une volonté vraiment d'essayer d'imprimer cette terreur au sein de la population. On voit des habitants et on les entend qui sont complètement sidérés, hébétés de ce qui a pu se passer. Alors, réaction de l'armée russe, je vous le disais, écoutez, puis ensuite on écoutera ce qui s'est dit à la télé russe, où on sent quand même, malgré tout, un ton un peu dubitatif. D'abord, l'armée russe. La nuit passée, les forces armées de la Fédération de Russie ont mené une frappe groupée avec des armes de précision à longue portée basées en mer, au point de déploiement temporaire du personnel des forces armées de l'Ukraine et des mercenaires étrangers, ainsi que sur des dépôts abritant des véhicules blindés de fabrication étrangère. Toutes les cibles assignées ont été atteintes, l'objectif de la frappe est atteint. Ce qui est assez incroyable, Emmanuel Véron, c'est que c'est extrêmement détaillé à chaque fois. Oui, c'est une sorte de point de communication fait par cet officier général russe qu'on a l'habitude de voir, et qui montre la supposée supériorité technologique des armements, etc., des systèmes d'armes russes. Ce qui est intéressant d'entendre dans ce qu'il nous dit, c'est que les missiles ont été tirés depuis la mer, ce qui est une constante depuis l'offensive de février l'année dernière, où il y a encore des navires russes disposés en mer Noire qui permettent de frapper, de taper le territoire ukrainien. Une remarque ou deux remarques sur Lviv. On frappe des populations civiles, indépendamment des déclarations de cet officier russe, et de supposer dépôts de carburant, d'objectifs militaires. C'est indéniablement des populations civiles, donc c'est encore pour sidérer, encore pour accroître la sédimentation sur des crimes de guerre. Et aussi, c'est de frapper une localité qui est importante pour de la logistique ukrainienne et otanienne, un centre d'échange, etc., et qui est très très à l'ouest sur le territoire ukrainien, donc qui permet là d'envoyer un signal fort en disant on est capable de frapper un peu n'importe où, n'importe quand, et de manière encore précise. Faut-il rappeler quand même que ces missiles-là coûtent extrêmement cher et qu'ils ne sont pas, si je puis dire, dans l'industrie de défense russe à l'heure actuelle,
constitué par paquet de 12. Ah oui, C'est-à-dire c'est ça. que ça reste de l'armement qui est très coûteux, qui est précis certes, mais qui est extrêmement coûteux, et à manœuvrer, ce n'est pas n'importe quoi. Alors justement, puisque vous évoquiez ce qu'on disait tout à l'heure au sujet des populations civiles et des cibles militaires qui n'en sont a priori pas, écoutez ce qu'on dit à la télé russe, cet homme-là qui donne son analyse sur cette attaque de Lviv. À Lviv, des roquettes ont frappé. Zergolio affirme que c'était un bâtiment abandonné vu de l'extérieur. Dans le même temps, les réseaux sociaux ukrainiens se plaignent qu'il y a des morts et des blessés. Il s'avère qu'il ne s'agissait que d'un bâtiment abandonné, où se trouvait une sorte de base. Attendons donc quelques confirmations pour que tout cela devienne officiel. Bien que nous comprenions à quel point ils tentent de cacher la vérité, même s'il y avait une base de mercenaires, ils ne peuvent pas la cacher sur les réseaux sociaux. Mais ça fait déjà quelque temps qu'on voit des personnes à la télé russe contester cette stratégie. Mais ils sont quand même minoritaires, parce que la plupart du temps, il y a le contradicteur qui dit « mais si c'est pas nous qui faisons cela, c'est eux qui vont le faire contre nous et ils vont nous exterminer. Par conséquent, voilà, sont des nazis, etc., etc., etc. » Et d'autant plus que pour Poutine, en fait, c'est la seule arme qu'il possède. On voit bien que son armée, elle résiste, elle défend les positions, mais elle n'est pas, en tout cas dans l'immédiat, en situation d'aller conquérir le reste de l'Ukraine. De surcroît, historiquement, cette région de l'Ukraine est anti-russe. Elle a été anti-soviétique, mais elle est anti-russe historiquement. Elle a été anti-polonaise aussi, puisqu'il faut quand même savoir qu'avant-guerre, cette partie-là de l'Ukraine était polonaise et que ça se passait pas bien du tout entre Polonais et Ukrainiens. Mais enfin, donc attaquer cette population qui est violemment, pardon, le mot n'est pas vigoureusement anti-russe, c'est sans inconvénient pour Poutine. Au contraire, c'est essayer de démolir encore un peu plus l'abcès de résistance le plus fort contre la Russie en Ukraine. Mais je me souviens très bien, Thomas Friand, de l'année dernière, au moment il y a 18 mois, vraiment au tout début des frappes, on avait beaucoup dit, nous c'est vrai qu'on découvrait un peu la typologie de ce pays, etc. Et vous étiez nombreux à nous dire, mais vous savez, Vladimir Poutine, il a une chose qu'il exècre, c'est de voir comme l'Ukraine de l'Ouest et petit à petit vers le centre s'occidentalise. Et en fait, pour lui, c'est un véritable affront et c'est insupportable. Oui, c'est exactement le seul sens qu'on peut donner à cette opération militaire spéciale, guerre, qui en fait a une portée civilisationnelle. C'est-à-dire qu'il a théorisé, il a exprimé dans des discours très importants sur le désir profond de raccrocher l'Ukraine à la Russie historique. D'ailleurs, la Russie est en fait née en Ukraine. Hein. La Russie historique, c'est le berceau ukrainien. Mais en la désoccidentalisant, et paradoxalement, au lieu de parler de désoccidentalisation, il a parlé de guerre contre l'Occident, mais de dénazification, ce qui était donc totalement un brouillage de son propre propos. Moi, ce qui m'a frappé là dans les images que vous avez mentionnées, je ne sais pas quel est le degré d'audience de la chaîne dont sont issues les images, mais c'est, peu importe l'audience, le niveau de courage qu'il faut pour dire ça à une télé russe, parce qu'en Russie, c'est des sanctions pénales de plusieurs années d'emprisonnement qui valent, ne serait-ce que pour la consultation d'informations d'origine étrangère sur le conflit. Donc le simple fait de mentionner qu'il ait accès à de l'information extérieure à l'État russe est susceptible de valoir pour la personne qui s'exprime à l'antenne que vous avez montrée une sanction pénale. Et au surplus, le fait de diffuser des informations issues de sources étrangères, donc en l'occurrence des médias sociaux ukrainiens, est aussi un autre chef d'accusation pénale qui chiffre en plusieurs années d'emprisonnement. Et quand on sait ce qui se passe dans les prisons russes, quand elles ouvrent des portes politiques, on n'a pas envie de savoir ce qui se passe derrière. Donc ce que ça me laisse à penser, il faudrait le vérifier dans la durée, c'est qu'on a vu au fond une criminalisation de la pensée politique d'opposition en Russie sur ce conflit. Et pourtant, cet étau resserré sur la pensée critique et simplement l'accès à l'information extérieure n'a pas empêché que, 500 jours après le début du conflit, à la télévision russe, on puisse dire on a des sources étrangères qui nous laissent à penser que le pouvoir, parce qu'il cible directement le porte-parole du ministre de la Défense russe, le pouvoir nous ment.
Et ça traduit un état dans lequel le régime ne devrait pas être, 500 jours après avoir fait passer à la Douma, des lois pour criminaliser la parole sourcée par des informations étrangères. Sur ce sujet-là, c'est Prigojine lui-même, il y a 15 jours, qui rappelait que, contrairement à la propagande à très haut niveau du Kremlin, il n'y avait pas de menace de l'Ukraine et de l'OTAN contre la Russie, et que donc l'objectif russe de se prévenir d'une attaque en attaquant en février 2022 l'Ukraine n'était absolument pas fondé. Alors évidemment, maintenant, on va reparler de Prigojine ensuite. Et donc, ce qui prouve qu'il y a quand même quelques Russes qui ont entendu ce type de discours et qui peuvent émettre des doutes quant à la propagande de porte-parole de l'armée russe officielle. Après, on a souvent dit aussi que sur ces plateaux-là, il y avait toujours le démocrate de service, enfin en tout cas Enfin, Prigojine, démocrate. Non, je parle pas de C'est venu au bout de... Non, mais celui qui va porter la voix contre le Kremlin pour montrer que ça fait démocratie, quoi. C'est venu quand même au bout de 10-12 mois de guerre. Dans les 10-12 premiers mois, on n'avait aucune voix contestataire. En revanche, moi j'ai entendu parfois, l'autre jour, j'entendais un politologue dire mais qu'est-ce que c'est que cette opération spéciale? Et quand il y a eu la victoire de Bakhmout, etc., on appelle ça une victoire. C'est une victoire de conquérir une ville détruite sans plus un seul habitant. Et ça, à la télé russe, c'est quand même... C'est vrai que ça a évolué pas mal. C'est quand même virulent.